Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici, sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour à tous et à toutes, bonjour Alexia, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode où on va parler d'un sujet que je n'ai pas encore du tout abordé sur le podcast Oli et Thanato. Avant toute chose, je te laisse déjà te présenter et puis nous présenter aussi la Fondation Arbre du Souvenir. Dis-nous-en un petit peu quelques mots et puis après on pourra rentrer dans le vif du sujet. Bonjour Charlène, moi je suis belge, j'ai 51 ans, 3 enfants, architecte de formation, j'ai travaillé dans l'immobilier d'entreprise pendant 15 ans et puis un peu crise, pas professionnelle, mais de manque de sens dans mon métier où je cassais, construisais toute la journée. Et toujours eu une affinité par rapport à ces grandes réflexions sur la vie, la mort, etc. Et j'avais très envie d'offrir à la société, au monde, une alternative dans nos périodes de deuil, en tout cas en termes de lieu. Donc c'est peut-être aussi mon métier d'architecte qui revient à ça, mais donc voilà, j'ai eu envie de créer une alternative tout à fait différente que le cimetière, parce que pour moi, la mort n'est pas toujours telle qu'elle nous l'est représentée et proposée. J'ai envie d'espérer que c'est beaucoup de lumière, quelque chose de tout à fait différent que ce que les pompes funèbres et le côté très noir nous est proposé, très minéral. Et donc, moi, il n'y a rien de plus sacré que la forêt. Donc, j'ai voulu proposer aux citoyens belges, même si les Français sont les bienvenus, une forêt de mémoire. Donc, qui soit un lieu pour être en lien avec nos défunts, mais dans la nature et la vie. Parce que c'est, voilà, ça on pourra en parler un peu plus, mais c'est vraiment une forêt, un lieu de vie. C'est un lieu où on peut se promener, se balader, il y a des joggeurs, des cavaliers, des enfants qui courent et qui rigolent, et c'est OK. Voilà. J'aime beaucoup cette notion de vie justement que tu mets en avant et on aura sans aucun doute l'occasion de la développer. Je trouvais ça symbolique aussi de pouvoir publier cet épisode le 24 mars suite à la Journée internationale des forêts parce que justement tu parlais de cette alternative en termes de lieu, ça va être le sujet, en tout cas le grand sujet et puis après parfois voilà on part sur d'autres thématiques mais en tout cas qui concernent la notion de forêt cinéraire. Peut-être est-ce que avant toute chose tu veux revenir un peu à l'origine du projet, d'où ça vient parce que ça date pas d'hier quand même. Ça a déjà quelques années, un certain passé aussi derrière soi. La Fondation Arbre du Souvenir. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors c'est vrai que la forêt a été inaugurée maintenant, c'était en 2015, donc ça va faire bientôt 10 ans, à l'automne prochain. Et j'ai commencé à travailler sur ce projet dès 2012, parce que ça m'a mis bien 3 ans pour analyser la législation funéraire, donc tout l'aspect juridique, trouver une forêt, trouver les sous pour acheter cette forêt, enfin voilà, donc ça a mis quand même 3 ans. Et alors c'est vrai que j'ai pas de réponse toute faite. On me dit souvent, tiens, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? En fait, c'est plutôt un chemin, et chaque fois que j'en parlais avec des gens, ou quand j'étais découragée, j'ai eu une bonne rencontre, etc. Mais c'est vrai que de par mes expériences de deuil et surtout par les expériences de deuil de mes proches, j'ai remarqué souvent que le moment où on allait au cimetière, c'était un peu tristounet, un peu glauque, mais souvent après on partait se promener en forêt. Et c'est là où on arrivait à se dire les choses, parce que ce qui est très bien dans les balades en forêt, c'est qu'on n'est pas l'un en face de l'autre, on est l'un à côté de l'autre. Donc c'est quand même beaucoup plus facile pour parler d'un défunt en balade que plutôt autour d'une table le soir. Voilà, c'est quand même plus compliqué quand on est face à face. Et voilà, cette forêt, je trouvais chaque fois que la forêt nous aidait à accueillir nos émotions et à les transformer. Et donc voilà, ça c'est un peu la genèse du projet. Donc je me suis dit, oh, j'ai tellement envie que ça existe en Belgique. Je me suis dit, bon, je ferai ça à la retraite.
Et puis j'ai suivi une petite formation plutôt dans mon métier d'architecte pour développer mieux mon expertise. Et c'est lors de cette formation où j'ai réalisé qu'en fait j'étais essoufflée de mon métier actuel et que je rêvais de créer ce projet-là. Et je suis tombée sur les bonnes personnes dans cette formation qui m'ont dit mais attends, on peut aussi t'accompagner à créer ce projet-là. Et puis j'ai rencontré un expert forestier qui m'a pris au sérieux. J'ai un copain qui est plutôt financier qui m'a pris au sérieux. Voilà. Et donc petit à petit, j'ai pas attendu la retraite et je l'ai créé il y a 10 ans. Finalement, l'origine de ce projet, c'est juste ces expériences de vie. Enfin, juste. Le juste n'est pas péjoratif, au contraire, mais parfois, tu disais justement, il y a pas de réponse toute faite, mais on sent qu'il y a tout un cheminement, je trouve. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment un chemin, mais il n'y a pas eu un déclenchement, un événement déclencheur, tu vois, où je pourrais avoir une réponse toute faite. Non, c'est vraiment un chemin et tout s'est aligné. Donc, je pense souvent que tout ce qui est juste, finalement, s'aligne. Je suis bien d'accord avec toi sur ce point, et sur d'autres, aussi. Et peut-être pour clarifier, parce que c'est vrai que alors c'est pas toujours, très connu, la notion de forêt cinéraire. Alors l'idée n'est pas d'avoir, la définition, du petit Larousse, hein, qu'importe, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu pour que ce soit clair aussi dans la tête de nos auditeurs et auditrices? Alors, en tout cas en Belgique, bon, par rapport à la législation funéraire, je ne peux certainement pas appeler ça un cimetière, parce qu'un cimetière remplit un cahier des charges très précis avec des tombes, des columbariums, etc. Et moi, je voulais justement casser tous ces codes. D'ailleurs, effectivement, le législateur en Belgique m'avait dit, bah, écoute, si tu veux créer ça sur une forêt communale, dans un lieu public, ça doit être un cimetière, et donc ça doit répondre à ce cahier des charges des cimetières. Donc c'est pour là, je me suis enfouie, je dis non, je veux pas mettre des columbariums, etc. Moi, justement, offrir quelque chose purement naturel et que ça soit vraiment loin des codes du cimetière. Euh, et du coup, une forêt cinéraire, en fait, moi, c'était surtout une forêt de mémoire. Donc, elle ne doit pas être spécialement liée aux cendres. Il y a des familles qui viennent choisir un arbre dans ma forêt sans pour autant apporter des cendres. C'est purement symbolique, en disant on n'arrive pas à se recueillir au cimetière ou voilà, maman était enterrée en Espagne, mais j'ai pas de lieu. Donc voilà, avoir un lieu où on peut être en lien avec son défunt de manière symbolique est aussi important pour des familles. Alors la législation funéraire belge permet également d'accueillir les cendres des défunts. Donc certainement pas les corps, mais les cendres. Donc bon, je ne vais pas te le cacher, 90%, 90% des personnes viennent apporter les cendres du défunt. Mais il y a quand même, je dirais, 10% qui optent pour cette forêt de manière symbolique. Donc finalement, je trouve ça intéressant, tu vois? Je pensais pas que, on pouvait avoir ce geste symbolique finalement par rapport à l'arbre, sans avoir, on va dire un geste qui est plus funéraire avec justement, les cendres. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait finalement rendre hommage à notre défunt au cimetière, par exemple, d'un côté, et d'un autre côté, venir à la forêt cinéraire, en tout cas, chez toi. C'est peut-être différent ailleurs, chacun a après, son propre fonctionnement aussi, mais en tout cas chez Arbre du Souvenir, pour venir se recueillir d'une manière différente, d'une manière plus, j'allais dire plus naturelle, dans le sens plus en contact avec la nature, avec la forêt, dans un environnement qui est moins pesant, plus léger, plus doux, pour reprendre un petit peu des termes et l'énergie que tu disais tout à l'heure dans ta présentation. C'est juste dit de cette manière-là? Tout à fait. Et en fait, ça a peut-être commencé parce qu'un jour, j'ai une grand-mère qui était décédée et le grand-père était au cimetière. Et je pense peut-être même que la concession au cimetière allait bientôt s'achever. Et donc, j'avais proposé, mais mettons une plaquette en sa mémoire aussi. Parce qu'il me disait, il n'allait jamais au cimetière. Et donc, il y a les cendres de la grand-mère, il n'y a pas les cendres du grand-père, mais ils sont réunis autour de l'arbre. Et parfois, il y a des familles qui rajoutent, oh, ben, on va mettre une plaquette de la tante. Enfin, voilà, ça devient vraiment un arbre familial qui est cendre ou pas cendre. Symboliquement, ils ont tous leurs plaquettes sur ce même arbre. Et, et voilà. C'est intéressant, et du coup, tu disais tout à l'heure aussi, cette notion de lieu de vie où on peut venir, s'y balader. C'est-à-dire que du coup, les citoyens, citoyennes qui passent par là, d'ailleurs, tu pourras nous préciser exactement, où tu es. Moi qui suis à la frontière, autant on a quelques auditeurs, auditrices en Belgique, mais aussi pour les personnes qui sont frontalières ou qui iraient faire une balade en Belgique et qui auraient envie de se rendre justement, à la Fondation d'Arbres du Souvenir. On peut du coup s'y balader. Comment ça se passe? Je sais que tu organises aussi des visites, justement pour rendre ce lieu peut-être plus vivant, pour créer du lien. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce point? Mais donc, quand j'ai voulu créer ce projet, forcément, j'ai dû chercher une forêt.
ce qui n'était pas facile parce qu'elles sont beaucoup communales, donc rattachées à des communes. Et donc, voilà, il y avait ce problème de créer un cimetière si c'était sur une forêt communale. Donc, j'ai cherché des forêts privées qui appartiennent ici en Belgique majoritairement à des grandes familles qui ont énormément d'hectares. Donc, c'était pas facile de trouver une forêt privée. Et puis, tout d'un coup, il y a eu comme ça quelques hectares qui ont été mis en vente, une petite parcelle privée au milieu d'une énorme forêt communale. Donc, il y a plus ou moins 200 hectares de forêt. Et là, moi, ma fondation a acheté 11 hectares. Mais alors, ce qui est très chouette aussi, c'est que comme il y a 200 hectares et que la forêt communale est ouverte à tous, en fait, tu peux vraiment faire tu peux passer à ton arbre et continuer à faire ta grande balade dans cette belle forêt communale qui a un étang, voilà. Et, et donc ça, c'était vraiment des critères importants pour moi, c'est que ça soit pas une forêt isolée au fin fond des Ardennes, un peu difficile d'accès. Ici, c'est une forêt qui est un peu un petit poumon vert dans la ville de Fleurus. Euh, et effectivement, où c'est vraiment la forêt où tous les Fleurusiens vont se promener, faire leur jogging, etc. Alors c'est vrai que ça a été un peu bizarre pour eux, je pense au début de se dire ouh là là, mais c'est quoi ces arbres du souvenir qui viennent s'installer là. Maintenant, je crois que c'est très très bien accueilli. En fait, on n'a jamais mis interdiction d'entrée, c'était au contraire venez tous, mais dans le respect de ces arbres qui sont tout à fait respectés. Et très souvent, les gens ne savent pas que tout d'un coup, ils se disent tiens, mais c'est étonnant, il y a une plaquette là, il y a une plaquette là, et ils commencent à comprendre petit à petit. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas voulu que ça soit un lieu clôturé. Et donc c'est petit à petit. Donc là maintenant aussi dans la forêt, il y a un parcours poétique avec des très jolies citations de poètes belges qui sont en lien avec la vie, la mort, la nature, et donc qui aide aussi, je pense, le promeneur à se dire ah tiens, il y a quelque chose de particulier sur ces petits sentiers. En fait, c'est une signalétique pour annoncer qu'il y a quelque chose de différent, mais de manière un peu plus subtile euh, que des panneaux un peu restrictifs. Et donc voilà, c'est effectivement parfois il y a les familles qui arrivent avec des enfants qui sont joyeux, qui courent et qui disent chut. Et je dis non non non, pas chut, pas de souci, c'est un lieu de vie. Je veux justement, en fait, moi c'était une de mes plus grandes envies, c'était que ce projet soit dédié aux enfants, qu'on puisse dès le plus jeune âge, on ose parler de cette mort qui est tellement tabou, que ça ne soit pas quelque chose de si terrible, si triste. Et donc justement, vraiment que ces enfants forcément, hein, il y a des jeunes papas, des jeunes mamans qui sont dans la forêt, donc c'est terriblement douloureux pour ces enfants. Mais quand je les vois le mercredi après-midi, parce que c'est congé en Belgique, venir prendre le goûter au pied de l'arbre de la maman, et puis après, un enfant, c'est triste un petit temps, et puis hop, ça part faire une partie de cache-cache, et c'est tellement chouette, où ils font un jardin japonais au pied de l'arbre de la maman, voilà. Merci, je trouve ça très beau justement, enfin en tout cas ce petit partage que tu nous donnes notamment par rapport, aux enfants, et c'est une question que j'avais envie de te poser aussi, de savoir comment ce projet a été, accueilli. On sent qu'en tout cas à travers tes mots, il y avait cette notion de surprise, de questionnement, peut-être de curiosité aussi. Est-ce que peut-être depuis maintenant, quasiment 10 ans comme tu le disais en 2025, est-ce que tu as eu, des retours qui peut-être ont permis de dire que ça a peut-être déclenché des échanges ou des discussions? Dans la famille, justement, peut-être des personnes qui venaient se promener, qui ne savaient pas ce que c'était et qui l'ont découvert et qui, du coup, se sont questionnés et ont amené d'autres réflexions. Est-ce que tu as eu ce type de retour ou pas du tout? Oui, j'en ai eu plein. Franchement, j'en ai eu plein. Alors très souvent, on me remercie, mais honnêtement, moi, je fais rien. C'est la forêt qui fait tout. Elle accueille vraiment les émotions. J'ai une famille, une maman qui m'a dit, oh, vous savez, vous m'offrez tellement plus qu'un lieu de mémoire, parce que chaque fois ici, c'est l'occasion, je vais me promener avec mes deux fils. C'est le papa qui est décédé, et c'est vraiment un temps de balade, de parole. Et finalement, l'arbre, il est pas si important. C'est la forêt qui est importante. D'ailleurs, je dis toujours, c'est un être vivant, l'arbre, hein, donc il va forcément un jour ou l'autre mourir. Ça, il faut vraiment en être très clair. Et si c'est dramatique pour la famille, je le sens dès le début, je dis ne choisissez pas la forêt. Vous avez besoin, enfin, la forêt, elle invite aux saisons à lâcher. D'ailleurs, on parraine les arbres chez nous. C'est pas pour toute la durée de vie de l'arbre, parce qu'un deuil, on doit pouvoir le lâcher aussi. Un moment de se dire, bah oui, ben voilà, maintenant c'est ok. En fait, je viens dans cette forêt me balader, mais je passe quasi même plus devant l'arbre. Le défunt est partout. Il y a des familles qui me disent aussi, mais tu sais, maintenant, moi, je viens presque plus à la forêt parce que dès que je suis en contact avec un arbre, dès que je suis en contact avec une forêt, je suis en contact avec lui.
Donc voilà, cette forêt, elle apprend vraiment à dépasser un peu tous euh, comment dire, nos images mentales qu'on se crée par rapport à la mort, etc. Ça casse un peu les codes. Ouais. Ouais, je le sens en fait comme une porte d'entrée vers quelque chose qui est beaucoup plus grand. Comme tu dis, finalement, au départ, c'est cette arbre, mais finalement, ça devient la forêt et ça devient les forêts au pluriel, que ce soit celle dans les Ardennes ou n'importe où ailleurs. J'aime ce que tu dis avec cette notion de le défunt, il est partout. Je trouve ça hyper important et hyper symbolique. Pareil, c'est une question que j'avais. Est-ce que peut-être, alors moi qui aime bien ces symboliques, je sais que les arbres ont différentes aussi symboliques selon les souches et les espèces. Tu me corriges hein, si mon vocabulaire n'est pas le bon. Est-ce que tu as des familles qui viennent avec des demandes vraiment spécifiques, peut-être de tel arbre parce que ça a tel symbolique pour elles ou pour eux? Si oui, est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable ou est-ce qu'en termes justement de préservation de la biodiversité, si je le dis comme ça, il y a des choses qui sont pas que tu ne veux pas, mais qui ne sont pas éthiques et écologiques finalement peut-être pour la forêt en question? Alors, c'est vrai que je pense que donc un bouleau aura une symbolique différente que le chêne, que l'érable, que le hêtre, etc. Je crois que j'ai peut-être eu 2 fois la demande. En fait, une fois, j'ai eu une famille russe qui, pour eux, le bouleau est très symbole de purification, etc. Donc, ils voulaient un bouleau. En fait, ce qui est assez rare parce que le bouleau n'a pas une espérance de vie très longue. Mais sinon, c'est assez rare que on me demande l'essence, la symbolique de l'essence de l'arbre. En revanche, au départ, quand j'ai commencé le projet, j'avais sélectionné des arbres d'avenir avec l'expert forestier. Et l'expert forestier avait dit, OK, il avait recensé 300 arbres dans la forêt qui disaient qu'a priori, il y avait une longue longévité parce que ils étaient bien droits, ils se séparaient pas trop vite, etc. Et puis, beaucoup de familles m'ont dit, mais en fait, c'est toujours les mêmes arbres que vous nous proposez. Moi, j'adore cet arbre tordu. J'adore ces arbres qui se séparent et dont les branches s'enlacent. Je dis oui, mais l'expert, lui, m'avait expliqué pourquoi il choisissait pas ce genre d'arbre, etc. Et puis, en fait, depuis le début, je suis à l'écoute des familles, de ce qu'elles ont besoin. Et le deuil, finalement, c'est pas enfin, dans ma philosophie de ce projet, c'est pas s'accrocher à un arbre qui va durer le plus longtemps possible. Non. C'est, c'est qu'est-ce qui peut, moi, me guérir pour le moment, là où j'en suis dans mon chemin. Et si c'est ce tout petit arbre qui me fait penser à mon tout petit bébé, mais qui, en fait, effectivement, ben, il va pas tenir très longtemps dans la forêt parce qu'il aura pas assez de lumière, etc. Mais j'écoute la famille avec ce qu'elle a besoin pour le moment. Et donc maintenant, dans la forêt, c'est va où ton cœur te porte. Et donc, on ne propose plus les 300 arbres de l'expert forestier. D'ailleurs, notamment dans ces 300 arbres, il y a 4 arbres qui sont morts. Donc, je me suis dit, ben, finalement, et puis les tout petits arbres, ben, ils vont toujours très bien et puis ils grandissent bien aussi. Donc, voilà, ça c'est vraiment aller où votre cœur vous porte et en étant OK avec ça, évidemment. Pour des familles, c'est inaudible. Donc, ça, c'est. Alors, du coup, je leur propose en premier les arbres validés par l'expert. Et puis, si je les sens encore trop fragiles par rapport à ça, j'ai écouté peut-être aller au cimetière et voilà. Ça, c'est au cas par cas. Bien sûr, c'est l'importance d'être aussi à l'écoute des familles et de savoir ce dont elles ont besoin, de pouvoir sonder aussi dans quel état d'esprit, dans quelle disposition, elles se trouvent. J'aime beaucoup cette idée cette image de l'arbre tordu. Bah, voilà, si l'arbre tordu me parle pour telle ou telle symbolique ou voilà, tout simplement parce que ça me parle et ben finalement, pourquoi pas, cet arbre tordu? Et justement, il y a une question où je me dis peut-être qu'il y a des personnes qui, tu disais, tout à l'heure, il est important de pouvoir lâcher aussi son deuil. Moi, je parle d'intégrer le deuil, mais je pense que la signification est assez proche, c'est juste le vocabulaire qui change. Et il y a des personnes qui peut-être nous écoutent et leur deuil est tout frais, tout récent. Ou peut-être qu'il est peut-être plus long, mais qu'elles ont du mal justement à lâcher et qu'elles se disent, mais moi, je me verrais pas de sélectionner et de prendre un arbre qui peut-être pourrait mourir dans quelques années. J'imagine que peut-être tu as dû avoir ce type de retour. Ou peut-être une famille qui aurait choisi un arbre et où cet arbre est mort depuis. Comment, alors bien sûr, c'est le témoignage, j'imagine, d'une seule famille, hein, c'est pas une généralité, mais peut-être comment cette famille a réagi si tel a été le cas. Tu parlais des 4 arbres sur les 300 qui sont morts depuis. Est-ce qu'ils avaient été justement sélectionnés par des familles? Oui, alors tu me poses plein de questions dans une question. Alors Tu réponds déjà, à celle que tu veux, hein. non, mais je vais essayer parce que déjà la question précédente, je me suis dit que je n'avais pas répondu à tout. Mais donc en fait,
on ne propose pas que des arbres. Il y a 4 formules dans la forêt. Donc, en 10 ans, j'ai vraiment compris qu'il y avait des demandes différentes des familles. Il y a les familles qui me disent, oh, écoutez, j'ai vraiment envie que maman soit dans la nature, mais je reviendrai pas. Honnêtement, je reviendrai pas. J'ai besoin, ça fait 10 ans qu'elle était malade. J'ai besoin de la libérer, de la lâcher, qu'elle soit dans cette forêt, mais ou peut-être que je reviendrai, mais j'ai pas envie de m'occuper maintenant en plus d'un arbre et de me dire que, enfin voilà, il y a parfois ce côté de se sentir obligé d'aller rendre visite ou et donc là, on a 2 formules qu'on propose, ou la clairière de dispersion. Donc cette clairière, en fait, c'est un peu l'équivalent d'une pelouse de dispersion au cimetière. Je sais pas s'il y a ça en France, mais en tout cas en Belgique, on a aussi un emplacement. Bon, si ce n'est que nous, ben, c'est pas une pelouse, c'est un emplacement déterminé dans la forêt. Donc il y en a 2 d'ailleurs. Il y a une clairière pour les adultes, puis une clairière pour les bébés. Où il y a plusieurs arbres dedans. Il y a un gros chêne, des bouleaux, des charmes, etc. Donc c'est un emplacement. D'ailleurs, on a planté aussi plein de petites bulbes de jacinthe à cet endroit-là, jacinthe des bois. Donc c'est tout mauve au printemps. Et donc ça, c'est des familles qui vont venir disperser les cendres à cet endroit-là. Elles ne parrainent pas d'arbres et puis voilà. Il y a d'autres familles qui disent, mais en fait, c'est exactement ça que j'ai besoin pour ma maman, mais j'aime pas le fait de disperser les cendres à un endroit où il y aura eu d'autres cendres dispersées, etc. Et donc là, on propose la formule au cœur de la forêt. Alors, très honnêtement, elle n'est pas choisie souvent, mais parfois elle est choisie. On se promène dans la forêt et on va essayer de trouver un petit emplacement qui n'est pas lié à un arbre, qui est au milieu des arbres. On va, alors pas vraiment faire un petit trou parce qu'on essaye d'impacter le moins possible la terre. Et donc, on va faire un emplacement sous feuilles. On va préparer un petit emplacement. On va mettre les cendres, on va recouvrir de feuilles. Mais la famille est OK de se dire que probablement, elle ne retrouvera jamais cet emplacement. On ne va pas y mettre de signes distinctifs, on ne va pas y mettre de plaquettes. Comme dans la clairière, on n'y met pas de plaquettes non plus. En revanche, on a un très joli mémorial qui est une sculpture, une roue qui est suspendue à un chêne, qu'encore dans un autre endroit de la forêt, où peuvent se mettre toutes les plaquettes en mémoire des défunts qui sont accueillis au cœur de la forêt ou la clairière de dispersion. Et puis après, il y a les familles qui choisissent un arbre familial. Voilà, mais donc comme ça, il y a des formules différentes. Alors, en ce qui concerne les arbres qui sont morts, dans les 4, il y en a 2 qui étaient parrainés par une famille, pas tous. Alors, un arbre d'une famille a déjà accueilli 3 défunts. Cet arbre est mort, donc toute sa cime est tombée, mais son tronc est encore à moitié debout. Et pour cette famille, c'est OK en fait, parce que je lui ai proposé l'arbre juste à côté. Elle me dit mais non, c'est ce petit emplacement de la forêt où il y a nos 3 défunts. Ben voilà, il y a un arbre mort qui est là, mais et alors un jour Natagora, qui est un organisme qui s'occupe de la préservation de la nature ici en Belgique, qui est très réputé, est venu visiter la forêt et m'a aidé à recenser tous les oiseaux qu'ils entendaient dans la forêt. Et puis on est passé devant cet arbre et ils m'ont dit mais vous direz à cette famille que c'est l'arbre le plus vivant de la forêt. Cet arbre mort, en fait, accueille tellement d'insectes, tellement de biodiversité. On voit d'ailleurs les trous du piluaire, enfin, etc. Ils me disent vraiment c'est un arbre vivant. Donc voilà, cette famille, elle est tout à fait. Bon, c'est un projet qui doit correspondre à des familles très ouvertes à la biodiversité, etc. Et puis l'autre arbre, mais la veuve me dit, bah, écoutez, je vais choisir ce chêne-là qui regarde mon arbre qui est mort. Alors, c'était 2 ans après. Les cendres, forcément, n'étaient plus. Elles avaient disparu, mais on a pris symboliquement un petit peu de terre qui était au pied de cet érable mort. On était le mettre devant le chêne, et maintenant cette famille parraine ce très beau chêne qui. Bon, les chênes, c'est les rois. Hein. Il va certainement vivre encore de longues années. En fait, il y a beaucoup de symbolique et d'écoute des émotions, de l'intuition, du cœur, en fait, dans ce que tu dis, je trouve. Mais écoute, oui, on essaye. Enfin voilà, avant tout, ce projet, il est là. Hein, c'est surtout pour ça. C'est pour adoucir le deuil. Oui, c'est avant tout c'est ça. Donc Et justement, pour adoucir le deuil, tu parlais tout à l'heure de cérémonie, on parle de dispersion des cendres depuis tout à l'heure. Dis-nous un petit peu comment ça se passe justement. Tu nous as parlé des différentes formules, d'un côté de la clairière, de l'autre côté le parrainage d'un arbre. Comment ça se passe, on va dire vraiment pratico-pratique le jour J, si éventuellement moi j'ai un défunt et que je souhaite venir disperser les cendres, faire une cérémonie. J'imagine que le mot cérémonie peut être associé pour beaucoup à cette notion de religion. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est pas obligatoire ou est-ce que c'est pas du tout le cas?
Je te donne encore plein de questions dans une seule question. Je suis pas sympa avec toi, Alexia. Mais au moins, comme ça, tu prends l'angle que tu as envie de prendre. Écoute, voilà, de nouveau, on est à l'écoute des familles. Il n'y a aucun protocole imposé. Il y a déjà eu un prêtre à la forêt, ou 2 ou 3. Il y a déjà eu des prières, et puis il y a eu, pour une jeune maman, un jour, ils ont réservé tout le week-end la forêt, et puis ils ont mis du balavoine, du Johnny Hallyday, ils ont dansé, ils avaient des casiers de bière. Enfin, en fait, il y a un moment, cette jeune maman, elle était malade, donc elle avait elle-même choisi son arbre, et elle avait eu envie de ça, que ses copains de la trentaine, voilà, qui est stand de recueillement, mais il y avait des tambours, il y avait plein de choses. Donc, on est vraiment à l'écoute de la famille. Alors, on conseille néanmoins souvent de ne pas le faire le jour de la crémation. Le jour de la crémation, en fait, c'est souvent quelques jours après le décès. Et c'est énorme tout ce qu'on demande aux familles en termes choix du cercueil, paperasse communale, annoncer le décès. Bah déjà, il faut réaliser ce décès. Enfin, il y a tellement d'émotions, et alors en plus, il faut créer cette cérémonie. Alors déjà, parfois, il y a une cérémonie à l'église ou au crématorium. Et puis du coup, là, les familles, elles arrivent à la forêt, mais elles sont épuisées de cette grande journée. Donc voilà, nous, on conseille souvent, on dit, mais faites étape par étape. Et si vous voulez venir, même que dans un mois, choisir votre arbre, venez choisir votre arbre dans un mois. Parce que si vous venez en plus choisir votre arbre dans ce petit laps de temps de 2-3 jours ou max une semaine avant la crémation, ça fait énormément. Alors parfois, c'est pas audible pour les familles qui disent, mais non, on a de la famille qui est revenue des États-Unis, ils vont repartir, on veut qu'ils soient là. Ben, parfois, je dis, mais est-ce qu'ils ne reviendraient pas pour l'été? Ah oui, c'est vrai, ils reviennent en été. Et en fait, souvent, de le faire en 2 temps, ben, ça permet de vraiment faire un moment à la forêt, organiser un pique-nique, un goûter, une balade. Et c'est un moment, on vient pas juste vite mettre des cendres et puis on repart, on vient se poser. Et moi, pour exemple, pour ma belle-mère, on l'a fait 6 mois plus tard. Bon, on était 150, 200 personnes. C'était tout aussi beau. Et je pense que les mots que mon mari a dit pour sa maman n'auraient peut-être pas été aussi réfléchis, doux. Enfin, il y avait tellement d'émotions au moment du décès. 6 mois plus tard, ça reste très triste, mais voilà. Et en fait, le deuil, malheureusement, parce que les familles parfois me disent, mais vous pouvez pas, vous me demandez là de revivre mon deuil dans 6 mois, mais on sait bien que le deuil ne fait que commencer. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est parfois pas audible. Et puis, en fait, j'ai systématiquement des merci d'avoir proposé ça. Et de pas, voilà. En fait, une fois qu'on l'a vécu, on se dit, mais évidemment, c'était juste pas possible de le faire en même temps. Et je pense que la forêt, oui. Alors surtout en hiver aussi, parce que là, par exemple, il y a des crémations à 14 heures, mais si la famille arrive à 16 heures, il fait déjà quasi nuit. C'est la forêt, c'est la gadoue, c'est des funérailles en botte. Hein. Et puis il y a des personnes âgées qui ont envie de venir, et donc il y a des racines. Enfin, voilà, tout ça fait que la forêt, c'est pas le cimetière. Et parfois, on doit marcher quoi, un bon quart d'heure avant d'arriver jusqu'à l'arbre. Donc, on le propose souvent en 2 temps. Ça demande finalement un petit peu d'organisation, mais ça me fait penser un peu aux cérémonies du souvenir. J'imagine que vous devez avoir ça très certainement aussi en Belgique où 1 mois, 6 mois ou 1 an après, on va venir célébrer justement le défunt ou les défunts. Souvent, c'est des cérémonies qui sont plutôt collectives avec les personnes qui sont décédées, par exemple, dans le mois précédent. Et ça me fait penser un petit peu à ça, de laisser le deuil s'apaiser légèrement parce qu'on est dans les premiers temps et que, comme tu le disais, les émotions sont toujours là. Mais pour parler un peu des étapes de Elisabeth Kubler-Ross, il y a cette phase de déni et de choc qui s'apaise tout doucement, qui est un peu plus légère. Alors bien sûr, mes mots sont des généralités et il y a peut-être des auditeurs, auditrices pour qui ça résonnera pas et c'est tout à fait juste. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que plus les jours avancent, ça veut pas dire que c'est plus simple, ça veut pas dire que c'est forcément plus doux, mais en tout cas, il y a un regard qui est différent, qui se pose au fur et à mesure. Et moi, il y a vraiment cette notion d'hommage, en fait, dans ce que tu dis qui ressort, de dire, dommage et on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous dans 3 mois ou dans 6 mois pour aller rendre hommage à la personne qui est décédée d'une autre manière auprès de la forêt cinéraire. Et c'est dans cette notion-là où je trouve de la douceur. Enfin, en tout cas, ça résonne comme ça en moi. Donc, je trouve ça très, très juste de le proposer. Et après, libre à chacun de voir si c'est entendable finalement pour cette famille ou pour ces personnes.
Et justement, on parle depuis tout à l'heure de cet aspect donc forêt cinéraire, on a parlé des arbres, on a parlé de la nature. Je pense qu'il y a cette question qui doit certainement peut-être trotter dans la tête de certaines personnes et c'est aussi tout un sujet. On parle beaucoup d'écologie quand même ces dernières années au niveau de l'impact environnemental. Tu citais tout à l'heure le fait qu'on va faire un petit trou mais pas trop profond, on fait attention justement pour préserver aussi l'environnement. Est-ce que cette façon de faire, cette alternative justement notamment au cimetière, est une alternative qui est dite plus écologique, alors que ce soit toi de ton point de vue ou d'études sourcées, qu'importe en réalité? Écoute, malheureusement, je pense que la crémation a un impact sur la crémation, sur le réchauffement climatique, etc. Donc voilà, je suis pas du tout une pro-crémation et mon projet n'a pas été créé dans ce but-là. C'était surtout, je te dis, un lieu de mémoire pour vivre le deuil autrement. En revanche, moi, je suis un vrai gendarme. J'essaye vraiment que cette forêt reste une forêt. Je dirais que 80% de mon job maintenant, c'est d'être un peu le gendarme par rapport à ces familles qui ont choisi la forêt. Euh, Parce que malheureusement, les familles disent oui, 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 on va respecter cette forêt. Et puis en fait, très souvent, elles ont besoin quand même de témoigner, de faire des choses comme au cimetière. Donc, on a dû mettre en place une charte verte très importante pour dire non, pas de plastique dans la forêt. Parce que même si on arrive avec un pot de fleurs, mais on laisse souvent, tu vois, le pot en plastique, puis les fleurs, enfin bref. Et donc, il faut vraiment respecter cette nature qui nous accueille. Donc, la charte verte, elle est assez contraignante. On peut déposer des fleurs coupées, mais idéalement de jardin ou des champs, parce que toutes les fleurs des fleuristes, malheureusement, ont encore souvent beaucoup de pesticides, et tout ce qui va ruisseler, ben, ça va être offert aux arbres. Donc ça, c'est embêtant. Tout ce qui est plantation doit absolument être des plantations forestières et qui sont du biotope de cette forêt. Donc il y a des forêts à jacinthe, des forêts à jonquilles. Nous, c'est une forêt à jacinthe des bois. Donc on essaye vraiment de dire tout ce qui est plantation doit être là. Très régulièrement, on doit enlever des plantations qui ne sont pas indigènes. Et donc voilà, le département nature et forêt en région wallonne en Belgique est très regardant. Et donc voilà, moi je veux absolument qu'on fasse. Sinon un jour on va peut-être nous dire, ben voilà, cette forêt n'est pas du tout respectée et je voudrais vraiment pas qu'on ait de soucis par rapport à ça. Donc voilà, donc par exemple on a créé tous des petits sentiers dans la forêt pour inviter toutes les personnes, parce qu'en fait, cette forêt, pour l'instant, ben, il y a déjà pratiquement, oui, certainement 300 défunts, mais donc beaucoup de personnes qui vont voir ces défunts, qui vont fouler le sol de cette forêt. Donc, on essaye de vraiment centrer le flux sur ces petits sentiers pour que le sol soit le moins impacté possible. Voilà, on a été un peu embêtant parce que il y a eu un jour ben, une famille qui a mis un nichoir, et puis ploc, 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 10 nichoirs, 20 nichoirs, 30 nichoirs. Et donc là, à un moment, je me suis dit, mais est-ce que c'est bon de mettre autant de nichoirs en forêt? Donc c'est pour ça que j'ai fait venir la Ligue des oiseaux, Natagora, et ils m'ont dit, ben écoutez, en fait, idéalement, la forêt, elle a besoin de vivre par elle-même et qu'on vienne pas, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe avec des nichoirs? On va favoriser plutôt la mésange bleue, qui est très importante dans nos jardins. Donc les nichoirs ont une vraie valeur dans nos jardins où il manque crucialement d'oiseaux, mais en forêt où il y a des chouettes, où il y a des rapaces, où il y a plein d'autres essences de forêt, ils ont ils font leur propre nichoir eux-mêmes dans les arbres, ils les créent, et donc ils m'ont dit idéalement non, c'est pas bon de mettre des nichoirs, donc on a demandé aux familles de les retirer. Donc voilà, il y a pas mal de choses importantes en forêt où on ne fait pas la même chose qu'au cimetière, pas la même chose non plus que dans nos jardins. Et qu'allais-je dire d'autre? Je ne sais. Oui, voilà. Tu avais encore une question dans dans ta question dont je ne me souviens plus. Bon, je crois que tu as déjà pas mal répondu, hein. En fait, on sent que tu cherches à tout prix à préserver aussi cet écosystème, en fait. C'est ça qui est aussi, important à tes yeux. Oui, tout à fait. Et c'est en ça aussi que maintenant j'en parle avec le conseil d'administration en disant, je crois malheureusement qu'il va falloir mettre une limite d'arbres à parrainer parce qu'en fait, ça peut pas être la seule solution dans la nature proposée aux Belges, parce que d'ailleurs même les Français viennent, j'ai des Suisses qui sont venus, j'ai déjà même eu une famille canadienne. On peut pas, voilà, cette petite parcelle de forêt ne peut pas accepter tout le monde pour qu'elle puisse continuer à respirer. Et donc voilà, donc on est en train de réfléchir à comment proposer d'autres forêts, mais pas trop de forêts non plus. Il ne faut pas que toutes les forêts belges soient dédiées aux défunts. Il faut que les forêts puissent aussi
vivre sans impact humain. Bien sûr et justement, c'est intéressant, tu parles, d'autres solutions en disant que des Français ou des Suisses, des Belges, bien entendu, vu que tu es en Belgique, viennent et se déplacent. Ça montre bien qu'il y a une envie, un besoin, que ça répond à un réel besoin finalement, qu'on n'a pas réellement, en France. Je pense que tu dois peut-être être un petit peu plus au courant que moi, même si j'ai fait un petit peu mes recherches. J'ai essayé de chercher un peu les forêts cinéraires en France. C'est un peu flou. C'est tellement flou que justement alors je voulais vérifier la prononciation. Il y avait un projet de forêt cinéraire à Arbas ou Arba, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, qui avait été, suspendu. Est-ce que, il y a peut-être des choses que tu as envie de nous préciser justement sur peut-être sur ces j'allais dire oui, sur ces améliorations ou sur ces évolutions potentielles à venir ou du moins à réfléchir, notamment en France pour qu'il y ait non pas que ce type de proposition, mais justement qu'il y ait d'autres propositions, notamment peut-être en France, en Suisse notamment aussi. Écoute, je connais pas tout en France malheureusement. Au départ, je me suis même basée, j'ai regardé, donc il y avait 2 projets en France. En fait, je pense que la législation funéraire en 2009 a changé en France. Et donc avant ça avaient été créés les parcs, les arbres de mémoire à Angers Oui. et aussi dans le Morbihan, voilà. Mais donc c'était des lieux privés. Et puis la loi française aurait dit en 2009 on ne peut plus mettre les cendres sur terrain privé, mais on peut les mettre sur terrain public. Contre la Belgique, c'est tout à fait l'inverse. Et donc, en fait, ces 2 lieux qui étaient privés ont pu rester ouverts parce qu'ils avaient été créés avant le changement législatif. Mais depuis, on peut accueillir sur des terrains. Voilà, je pense qu'en France, vous pouvez aller en montagne, dans des grands espaces ouverts publics, déposer des cendres des défunts, et c'est gratuit. Donc ça, c'est très différent par rapport chez nous, c'est tout à fait interdit. Alors, je pense que Arbas a créé ça sur une forêt communale, mais comme c'est un projet plutôt cadré, effectivement, avec quand même forcément, quand on cadre quelque chose, on doit demander un peu d'argent en contrepartie parce que ça demande des ressources humaines, etc. Et du coup, je pense que c'est ça qui a bloqué aussi, c'était de dire, ben non, la législation funéraire française, c'est que c'est gratuit en pleine nature dans des centres. Mais voilà, j'ai pas envie d'être trop là-dedans non plus parce que j'ai un peu peur de me tromper. Donc, je pense que Arbas a été arrêté à cause d'un problème législatif. Mais j'ai cru voir qu'en Savoie, il y a un projet qui avance. Et j'ai aussi cru voir une ASBL qui s'appelle Au-delà des racines, quelque chose comme ça, qui est une ASBL qui aide les projets à se créer, donc qui connaît bien la législation funéraire. Mais j'en Donc il sais y a pas des plus. évolutions à venir, mais finalement pour l'instant ça reste des premiers petits pas dont on n'a pas encore les premières petites graines qui ont pas forcément, encore poussé et je voulais rajouter quelque chose et je l'ai perdu. C'est que ce n'était pas, important. Ah si, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais justement sur la dispersion des cendres où justement oui, en France, on peut le faire en pleine nature aussi dans certains cadres, en respectant certaines réglementations, notamment par rapport à la distance par rapport aux habitations. Par exemple, on peut pas faire ça dans un jardin, même si c'est justement un jardin privé. Tu parlais de terrain privé contre terrain public. On peut aussi faire des dispersions en mer, tout en respectant aussi tout un protocole. Il existe des associations et ou des entreprises qui permettent de pouvoir répondre à ce type finalement de demande, notamment pour la dispersion des cendres. Et justement, ça me donne envie peut-être de te demander pour conclure un petit peu cet épisode, ce serait quoi, quel serait toi ton idéal ou peut-être l'évolution et l'avenir justement de la Fondation Arbre du Souvenir qui, comme on l'a dit, va fêter ses 10 ans et chouette qu'il y ait une autre dizaine pour vous qui puisse se faire, une autre et des autres dizaines. Qu'est-ce que tu aimerais si tu avais des souhaits, des vœux et peut-être même s'il y a des choses dont tu as besoin, c'est peut-être l'occasion aussi de les mentionner. Mais écoute, moi j'ai créé donc ce projet de manière privée. C'est un projet très citoyen. On est donc ça je l'ai pas encore expliqué, mais on est plein de bénévoles. J'ai 10 bénévoles Robin des Bois qui m'aident à prendre soin de cette forêt. J'ai 10 bénévoles accueillants qui m'aident à accueillir les familles, etc. Donc c'est vraiment, j'adore ce côté pas administratif. Pas protocolaire, c'est des citoyens qui accueillent d'autres citoyens, c'est hyper humain. C'est vrai qu'au départ, voilà, j'accueillais le corbillard, je mettais vite un petit manteau noir, j'étais dans mes vieux clichés. Maintenant, je suis en botte, j'ai été enlever les ronces autour d'un arbre. C'est ok que la famille me rencontre dans mon habit forestier.
Mais c'est vrai qu'il y a un moment, il y avait les limites du privé. J'avais cet emprunt à rembourser pour cette forêt, c'était très lourd, etc. Et donc, j'ai fait un partenariat avec la commune de Fleurus, un partenariat public-privé. Donc, c'est-à-dire que la commune m'a gentiment racheté ma parcelle de forêt, donc il m'a libéré de mon emprunt financier et m'a donné la gestion pour 50 ans de ce bois. Donc, a fait un bail amphithéotique à ma fondation sur cette parcelle de forêt. Et je trouve ça magnifique parce que un jour, le bourgmestre m'a dit, mais vous savez, Mme Williams, ce que vous faites, une commune ne saurait pas le faire. Et donc, c'est à nous, pouvoir public, d'apporter le foncier et que le privé le gère. Et je trouve ça aussi super puissant pour la pérennité de ce projet, de ce partenariat public-privé. Et donc ça, c'est vraiment mon rêve, qu'il puisse se prolonger, pas que des initiatives publiques, pas que des initiatives privées, que ce mélange public-privé, parce que la mort, finalement, oui, je trouve que c'est quelque chose d'utilité publique. Les cimetières sont là pour ça, mais qu'il puisse y avoir cette sensibilité par des citoyens, des psychologues spécialisés dans le deuil, qui accueillent avec une sensibilité différente ces familles plutôt que quelque chose de très cadré que forcément le public doit avoir. Mais voilà. Donc ça serait que germent d'autres projets avec ce fort partenariat public-privé. On sent beaucoup d'humanité en fait dans tes réponses et pour ça merci. Je trouve que, en tout cas moi je te dis merci personnellement parce que je trouve ça hyper important. C'est ce qui moi me porte aussi, cette notion de l'humain au service de l'humain, dans un temps où les technologies sont de plus en plus présentes et prennent de plus en plus de place. Elles sont utiles, sinon on pourrait pas enregistrer cet épisode, mais elles ont aussi leurs limites et l'humain avant tout est hyper important. Donc vraiment un grand merci déjà pour ce que tu fais et puis d'avoir partagé un petit peu de ton temps avec moi, Alexia. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu souhaiterais revenir, un point qu'on n'a pas précisé? Je précise, moi, que tous tes liens seront aussi en description pour qu'on aille voir de plus près, justement, ta fondation, se renseigner, voir le site. Je sais qu'on en parlait vite fait tout à l'heure en disant qu'il y avait des visites. Si peut-être tu connais déjà les dates de visite prochaines ou est-ce qu'il y a une régularité? Si tu les as pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux nous dire pour conclure cet épisode? Alors, si vous allez sur notre site internet, dans la page d'accueil, il y a une petite capsule de 3 minutes dont je suis assez contente. Elle reflète, déjà on ne me voit pas, et ça j'étais contente, mais qui reflète pour moi vraiment ce qu'on vit de l'intérieur aux arbres du souvenir. Et voilà, on voit ces deux petites filles courir. Et donc voilà, je vous invite à regarder cette petite vidéo. Et c'est vrai que la première chose qu'on demande toujours à toute famille qui dit oui, mais je veux aller aux arbres du souvenir, oui, mais je suis sûre, oui. Ben, venez d'abord participer à une de nos visites. Parce que c'est vraiment là qu'on se rendra compte si c'est vraiment OK pour vous, de mettre des bottes et d'être dans un lieu hyper nature, avec ses contraintes aussi. Alors, on organise une visite chaque semaine à partir du mois de mars. On a bien de faire une pause là dans les 3 mois d'hiver, décembre, janvier, février, parce que voilà, il y avait beaucoup de vent, beaucoup de pluie, beaucoup de gadou, et c'est pas le meilleur moment pour vraiment prendre le temps en forêt, parce que cette visite, elle dure facilement une bonne heure, voire 1h30, le temps qu'on fasse tout le tour de la forêt. Donc la première date du dimanche 2 mars a déjà été mise en ligne, mais elle est déjà full. Et donc, dans le courant du mois de février, on va annoncer toutes les dates de mars et avril. Et donc, c'est une visite chaque semaine. C'est pas toujours le dimanche. Chaque semaine, c'est un jour différent pour essayer de contenter tout le monde. Mais donc, je dirais d'ici 15 jours. Enfin non. Oui. En fait, les dates seront disponibles quand l'épisode sortira. Exactement. Et écoute, je mettrai aussi justement cette capsule vidéo directement en lien, comme ça on pourra s'immerger de manière visuelle un petit peu plus dans l'univers. Encore un énorme merci à toi, Alexia. Et puis j'ai juste envie de te souhaiter et de souhaiter à la Fondation et puis aux familles une bonne continuation dans tous ces projets. Vraiment un grand merci à toi. Merci Charlène, merci beaucoup. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés, et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien, et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?